sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Manon Blairy. Je suis tellement contente de la recevoir aujourd'hui parce que pour moi, Manon, elle a une expérience professionnelle assez incroyable et je tenais vraiment à ce qu'elle vienne la partager aujourd'hui avec toi. Manon, elle a passé 4 ans au sein de la marine française et donc je voulais qu'elle nous partage tous les enseignements qu'elle a tirés de ces 4 années dans ce milieu qui est, on va dire, un peu obscur pour nous, simples civils. Voilà, 4 ans pour une jeune femme dans la marine, c'est assez rare. Donc je tenais vraiment à ce qu'elle vienne nous en parler au micro. Et aujourd'hui, elle accompagne les femmes dans leur transition professionnelle en utilisant notamment la psychologie positive. Et je me suis dit aussi que ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la psychologie positive dans son quotidien de manager. Je te laisse de suite avec mon échange avec Manon et je suis sûre que tu vas en tirer plein de leçons. Bonjour Manon, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Feedback. J'ai vraiment hâte que tu nous partages ton expérience et ce que tu fais aujourd'hui. Je tenais vraiment à t'inviter parce que tu as eu un parcours plutôt original, on va dire, pour une femme, puisque tu as passé quelques années dans la marine et je pense que tu as pas mal de choses à nous partager par rapport à ça. C'est vraiment une expérience originale et je suis sûre qu'on a plein de choses à retirer de tout ça. Et tu es aussi maintenant spécialisée en reconversion professionnelle et avec une particularité qui est la psychologie positive. Et je voulais aussi te recevoir aujourd'hui pour que tu nous en parles et voir ce que ça peut amener à des managers dans leur quotidien. Comment est-ce qu'on peut appliquer la psychologie positive en tant que manager et avec ses équipes. Alors avant de rentrer dans le vif des questions et de tous ces sujets, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, etc. Et après, on embrayera avec les questions. Merci beaucoup Elodie, je suis ravie aussi de partager le micro aujourd'hui. C'est très chouette. Je pense que c'est la première fois que je vais pouvoir discuter du côté marine. Donc il y aura effectivement pas mal de petites choses à en retirer. Globalement sur mon parcours, en fait, il est assez classique au départ. J'allais dire, je suis un peu tombée dans la marmite des RH, donc des ressources humaines au moment du lycée, et en fait tous les domaines de la gestion d'entreprise, et ça a vraiment bien accroché. Ce qui fait que j'ai continué mes études dans ce secteur-là de façon assez, fluide. C'était très naturel pour moi. J'ai tout fait en alternance dans différentes entreprises pour diversifier justement mes expériences pro. Et puis en fait, à chaque fois, ça s'est super bien passé. Donc ça me donnait envie de continuer, ça me donnait envie de poursuivre l'exploration pro sur ces sujets-là. Et quand j'ai validé mon master, donc en 2017, ça faisait donc du coup déjà 5 ans que je travaillais en entreprise. J'ai pris le parti de partir un petit peu à l'étranger pour un stage quand même au départ, et puis pour me balader aussi. Donc je suis partie 6 mois en Australie, et puis assez rapidement, en rentrant en fait, je sais pas si c'était un espèce de contre-coup ou autre, mais du coup j'avais été dans une dynamique en fait sur les 5 dernières années où je changeais d'école tous les ans ou 2 ans. Et pareil pour les entreprises. Donc j'avais fait, une multitude de dossiers de candidature, je me projetais à droite, à gauche, etc., etc. Ensuite, il y a eu l'Australie. Et puis en rentrant, il y avait un peu ce truc, ça y est, faut que je me pose et puis que je trouve un CDI, un travail. Donc j'ai trouvé assez rapidement un premier job qui était pas assez intéressant, stimulant pour moi. On a commencé par un contrat d'intérim, donc c'était assez flexible. Et puis, c'est là qu'est arrivée la marine, un peu comme un cheveu sur la soupe. Là, tu vois, c'est ce truc que personne ne voit venir, et puis moi non plus d'ailleurs. Et donc, je me suis lancée dans le process de recrutement, parce qu'en fait, quand j'ai vu l'offre, il y a eu un espèce de coup de cœur, tu vois, ça m'a un peu pris aux tripes, et je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a à la fois l'environnement de travail un peu différent, stimulant, le côté expérience, et les missions qui correspondent très bien à mon niveau d'études, mes expériences, et puis pour un RH junior, c'était vraiment tip top. Donc je me suis lancée dans le process. Ça a été hyper rapide. Je pense qu'en 1 mois, j'avais fait tout, j'avais passé toutes les épreuves de sélection, tout était signé, et je commençais mon contrat à Lyon. On reviendra dessus, mais oui, effectivement, j'étais dans la marine à Lyon, hein, donc les gens sont toujours
On n'imagine pas forcément voilà. ça. Mais il y a bien des marins à Lyon. Il y a des marins un petit peu partout en France. Donc j'ai démarré à Lyon. Et en fait, je me suis engagée pour 4 ans. Donc si tu veux, quand je me suis engagée, je connaissais déjà ma date de fin de contrat. Okay. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter aussi. Mais ça faisait partie des petits plus où je me disais, en fait, voilà, j'ai de la stabilité, mais pour 4 ans. Et puis à un moment donné, je vais devoir me reposer des questions, me rechallenger, réfléchir à ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis ça, du coup, mon contrat s'est terminé en 2022, donc l'année dernière. Là, ça fait tout pile 1 an que je suis de retour dans ma région natale, la Bourgogne, et que du coup, j'ai embrayé sur un nouveau projet pro. Ok, merci pour tout ça. Après, on reviendra sur ce que tu fais aujourd'hui. On va commencer par la marine d'abord. Alors effectivement. C'est intéressant, vu comment tu l'as expliqué. Je me suis dit peut-être que tu rêvais d'être dans le monde marine, militaire ou depuis toute petite. Et en fait, pas du tout. D'après ce que tu racontes, c'est vraiment arrivé comme ça, par hasard. Et c'est vrai, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que il y a pas beaucoup de femmes que je connais qui sont capables de raconter l'envers du décor par rapport à ça. Et en plus, comme tu dis, j'ai l'exclusivité de ton parcours, du coup, au micro, vu que c'est la première fois que tu vas en parler peut-être autant. Comment ça s'est passé pour toi en tant que femme dans la marine et surtout en étant aussi jeune, tu vois? Peut-être qu'on a des a priori sur ce monde-là qui est quand même, je pense, tu vas le confirmer, très masculin. Enfin, je pense, même si ça cherche à s'ouvrir. Mais voilà, comment ça s'est passé pour toi en étant jeune, une femme dans ce milieu-là? Comment tu l'as vécu? Eh bien, écoute, je l'ai plutôt bien vécu. Je sais pas si j'y suis allée un peu naïvement ou autre, mais pour moi c'était pas tellement un sujet, dans le sens où je savais que je m'engageais pour une mission précise. Là en l'occurrence c'était le recrutement des officiers sur un secteur géographique, donc tu vois il y avait une fiche de poste qui était bien définie et ça ressemblait finalement à ce que je pouvais voir dans le civil. Donc j'avais déjà en fait certaines appréhensions qui étaient levées par rapport à ça. Et moi dans mon parcours, le taux de féminisation dans la marine c'est environ 15%. Donc on a ils ont aujourd'hui vocation à toujours faire mieux en termes de taux de féminisation, mais c'était quelque chose qui était assez similaire aux grandes industries françaises que moi j'avais côtoyé déjà en alternance, où du coup il y avait une majorité de métiers où c'était des hommes, où c'était les hommes qui étaient représentés. Donc j'y allais quand même, tu vois, dans un esprit où je sais plus ou moins comment ça peut se passer, je visualise un petit peu ce que ça peut donner, et malgré tout, je le précise quand même, comme moi j'arrivais sur des fonctions RH recrutement, c'était, je pense, plus facile. J'aurais eu en tout cas plus d'appréhension si j'avais été embarquée sur un métier opérationnel à bord d'un bateau. Là, c'est clair, j'aurais pas eu les mêmes appréhensions, mais les formations sont aussi différentes. Les formations initiales militaires sont différentes suivant le parcours que quand tu t'engages dans la marine. Donc, si tu veux, j'avais pas tellement d'appréhension par rapport à ça, et j'étais dans un environnement, si tu veux, donc à Lyon, assez où finalement il y a peu de marins. Donc il y a un esprit d'équipage qui est relativement fort entre les marins. Il y a un peu ce truc, cette entraide, tu vois, ce sentiment d'appartenance qui lie les marins entre eux, presque quel que soit le grade. Ça, on pourra en discuter après. Là où ça a été plus compliqué pour moi, presque, c'est d'évoluer dans un environnement interarmé, parce que j'étais sur une base militaire, donc avec des marins, l'armée de l'air, l'armée de terre et tout un tas d'autres services, tout un tas d'autres services de l'État. Et c'était presque ça le plus compliqué, dans le sens où en fait il y avait des cultures très différentes, qui avaient à la fois plein de points communs, mais en même temps très différentes, avec des métiers différents, et en fait où il fallait s'intégrer dans tout ça. Et moi, pour le coup, comme tu le disais, j'ai aucun militaire dans ma famille. C'était pas du tout une vocation ou un rêve d'enfant. Et en fait, en 1 mois, je me suis retrouvée, grosso modo, je suis rentrée d'Australie, je pense, au mois de mars. Mi-juin, j'ai intégré la marine. Donc, il y a eu en fait, je me suis retrouvée, rapide. Tu vois, catapultée dans ce truc, dans cet environnement de pro qui était complètement différent. Donc, autant sur le métier, j'avais pas de doute, j'avais une passation avec ma prédécesseur, c'était très chouette. Par contre, je suis arrivée, on m'a dit, ok, du coup, t'es lieutenant, tiens, tu descends à Toulon, tu vas chercher ton uniforme, demain t'as une cérémonie, machin, truc bidule. Et c'est là où ça a été un peu compliqué, mais c'était pas forcément lié au fait d'être une femme. Peut-être le fait d'être jeune, parce que du coup j'étais jeune lieutenant, donc tout de suite sur le grade, tu vois, ça se voit, on se dit,
elle sort d'école Newbie. ou voilà. C'est Donc, une bleue. donc il y avait un peu ce truc-là. Et puis finalement sur le côté être une femme dans la marine, moi à titre personnel, j'ai vraiment très peu ressenti le sujet comme étant potentiellement un sujet problématique. Et puis en discutant, du coup, par contre, j'ai beaucoup discuté avec des femmes qui étaient embarquées sur différents bâtiments ou sur d'autres métiers opérationnels sur base aéro, sur base navale, etc. C'était un sujet, mais en même temps, c'était tellement... Enfin, je veux dire, le métier ne pouvait pas s'exercer différemment. Et en fait, il fallait juste travailler ensemble. Donc, il fallait trouver à un moment donné des solutions pour que ça se passe bien. Et tout ce qui était environnement embarqué opérationnel, c'était quand même ouvert aux femmes depuis plusieurs décennies. Oui. Donc, si tu veux, je suis arrivée à un stade où c'était en place. Pas parfait, mais en place, et où presque comme dans n'importe quelle entreprise, en fait, à un moment donné, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais on a les outils pour les gérer, ou en tout cas essayer de les gérer le mieux possible, des cellules internes pour travailler vraiment sur le sujet, etc. Merci pour ton retour, parce que c'est vrai que c'est un monde qui peut paraître un peu obscur ou difficile à appréhender quand on est de l'extérieur. Je sais que c'est un milieu qui cherche quand même à évoluer beaucoup. Comme tu dis, les femmes sont quand même acceptées et intégrées depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai qu'il reste quand même une image dans l'imaginaire collectif pour les civils, entre guillemets, que nous sommes. Voilà, il y a quand même cette image-là qui est très présente, qui évolue peut-être moins vite que comment ça se passe à l'intérieur. Donc, c'est important pour moi que tu partages comment ça se passait vraiment pour une femme, et en plus une femme jeune dans la marine. Quelles sont peut-être les grandes leçons que tu retiens de ton expérience là-bas, sur le monde professionnel, mais aussi peut-être sur toi-même? Peut-être que ça t'a apporté aussi des choses sur toi. Tu peux nous citer une grande leçon, 3, 5, peu importe, mais voilà, quelles sont les grandes leçons que tu retiens de cette expérience-là? Je pense qu'il y en a pas mal. Le premier truc, quand je suis arrivée dans la marine, tout le monde me posait la question de « Ah, trop bien, donc tu viens d'où, etc. » Et « Ok, tu vas faire quoi après ?» Et moi, j'étais là, mais attendez, je viens juste de m'engager, moi je suis là pour 4 ans. On en discute plus tard, quoi. Je sais pas, je sais pas, j'en sais rien, etc. Et parce qu'en fait, quand tu rentres dans la marine, alors moins sur des contrats comme le mien qui sont pas les plus représentés dans l'effectif, mais tu rentres pour une carrière, tu rentres pour un métier, et puis il y a ce fonctionnement des affectations où alors dans la marine, c'est les affectations les changements d'affectation sont plus réguliers. Tu changes tous les 2 ou 3 ans de job, de bateau, d'environnement, de responsable, etc., etc. Donc l'environnement est tout le temps mouvant. Donc du coup, très facilement, tout le monde te pose la question, ok, tu veux faire quoi après? Enfin, c'est quoi la prochaine étape du truc? T'as envie d'aller où? Etc. Donc, et moi, comme je découvrais l'environnement, j'étais, j'en sais rien en fait. Enfin, me poser des questions là, je découvre seulement mon uniforme et comment je dois le porter, donc comment je dois me comporter en cérémonie, etc., etc. Donc c'est vrai que cette question-là, ça m'avait vachement perturbée. Et petit à petit, tu vois, en fait, j'ai compris que c'était en fait et c'est, je pense que ce que je retiens le plus, c'est que dans la marine, globalement dans les armées, en fait, je pouvais presque tout faire. C'est-à-dire que demain, si j'avais envie de partir dans tel ou tel domaine d'emploi, sur tel ou tel métier, j'avais la possibilité, pas forcément de réussir, mais en tout cas de passer des concours, de passer des formations, de mettre en place des choses pour accéder à d'autres secteurs d'activité autres que les RH. Ou tu vois, du coup, quand tu arrives là sur la partie RH, c'était pas forcément ma destinée pour les 15 prochaines années. Donc il y avait vraiment je trouve cette agilité professionnelle et la polyvalence des marins qui s'est tout de suite ressentie parce qu'ils ont eu l'habitude de changer de poste de travail, d'environnement de travail, de missions opérationnelles sur lesquelles ils sont déployés, etc. Et donc la possibilité d'évoluer, de monter en grade, de se reformer, de changer de spécialité, etc. Et comme moi, en plus, je travaillais sur la partie recrutement officier, j'avais une très bonne connaissance des passerelles qui étaient possibles, ou voilà, des métiers qui pouvaient exister sur un niveau de recrutement comme le mien, donc un niveau bac+5, moins de 30 ans, en gros. Et très vite, je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire de la com, je pourrais partir sur des fonctions opérationnelles. Moi, j'aime bien tout le domaine de l'aéro, donc je m'étais posé la question à un moment donné de passer les concours et les sélections pour aller sur des carrières
plus opérationnel. Et vraiment ce truc de ah ouais, ok, bon, en fait je suis pas cantonnée à ma case, voilà, ma case RH, et je peux faire plein de trucs, et c'est vraiment du coup tu vois ce côté agilité professionnelle et polyvalence que j'ai trouvé incroyable. Et pour lesquels ils n'ont pas forcément conscience d'avoir cette carte-là quand ils sont dans l'institution, parce que c'est très naturel en fait. Et puis de toute façon ils n'ont pas le choix. Hein. La mutation fait partie du contrat militaire, et le contexte mondial de toute façon va guider les opérations sur lesquelles ils vont être déployés. Donc c'est juste une logique. Et moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. Je pense que ça c'est la plus grande leçon. Et la deuxième, par contre, du coup, c'est que après quelques années, je dirais 2 ans, parce qu'on te pose la question au bout de 2 ans de savoir si tu as envie de renouveler ou pas ton contrat. Donc là, déjà, tu dois te positionner. Ensuite, tu te positionnes tu fais des vœux, tu vois, en fonction de ce à quoi tu aspires. Et c'est là où moi, par contre, j'ai pris conscience que j'avais pas cette envie de dédier ma carrière, j'allais dire presque ma vie personnelle, à un métier, chose que beaucoup de mes collègues ont fait, avec des répercussions, enfin voilà, sur la vie perso et pro relativement importantes. Alors plein d'avantages, c'est sûr. Moi, j'étais pas forcément capable de ça, donc il y avait, tu vois, un peu ce rééquilibre de ah ok, c'est trop cool, j'adore mon expérience, j'adore les formations que je peux faire, l'environnement de travail, et par contre, je me vois pas non plus renchérir, re-signer pour 4-8 ans ou partir sur des fonctions opérationnelles qui étaient beaucoup plus prenantes en termes de temps passé sur ton lieu de travail, quoi, déjà, hein, parce que c'était, on est plus sur des métiers classiques, entre guillemets. Je pense que ça, c'est les 2 plus grandes leçons. Et quand je réfléchissais là à notre échange du jour, j'avais un peu cette posture où j'étais, donc moi, côté institution, donc je voyais un petit peu comment ça se passait, mais en même temps, j'étais sur une fonction RH recrutement à Lyon, tu vois, donc en termes de stabilité, j'avais une certaine forme de stabilité. Et par contre, j'étais en contact quotidien avec les écoles, les partenaires qui pouvaient avoir des potentiels candidats intéressés pour rejoindre l'institution, les candidats en eux-mêmes, etc. Donc, je passais énormément de temps dehors à communiquer sur les carrières de la marine. Et là, tu vois, j'avais un peu cette vision du marché du travail où il y avait ce truc de les candidats que je recevais, ils cherchaient du sens, ils cherchaient des valeurs, ils cherchaient l'engagement, ils cherchaient une aventure, ils cherchaient au-delà, tu vois, d'un salaire, une stabilité professionnelle, etc. Et puis cette autre vision où c'était oui, mais les contraintes militaires sont très fortes, et aujourd'hui, ce qu'on peut proposer en termes d'aventure, d'engagement et de valeur ne suffit plus forcément à séduire, entre guillemets, les jeunes diplômés pour ces carrières-là. Tu vois, donc il y avait aussi un peu cette analyse du marché du travail qui était hyper intéressante et très représentative, je pense, de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Oui. Et surtout, moi, j'ai eu le Covid en même temps, hein, tu vois, au milieu de mon contrat. C'est ce que j'allais dire, en plein milieu. Donc, il y a eu aussi j'ai vu beaucoup le questionnement chez les jeunes diplômés et chez les candidats qui avaient, tu vois, cette volonté de s'engager sur des métiers incroyables, enfin, que moi, je trouve incroyables et très prenants. Et où, pour le coup, là, ils venaient uniquement, entre guillemets, pour l'aventure professionnelle, pour le sens, pour l'engagement, pour l'uniforme, quoi. On le voit beaucoup aujourd'hui, voilà, dans le monde du travail, les gens qui se questionnent par rapport au sens, par rapport aussi le fait d'accepter qu'on ne fera pas carrière toute sa vie non plus au même endroit. Et comme tu dis, la marine, tous ces métiers militaires, pour moi, c'est vraiment des métiers effectivement où tu t'engages pour un métier, pour un poste peut-être défini. Enfin, c'est souvent un rêve et il y a un engagement très fort. Et comme tu dis, toutes les contraintes qu'il y a derrière supposent que on a cette quête de sens de ce métier opérationnel. Ça peut être pilote, ça peut être marin, peu importe, mais qui va au-delà de tout le reste à côté. Donc, je comprends que toi, si t'étais pas forcément drivé aussi par ça, à un moment donné, se poser la question aussi pour toi, pour la suite. Ouais, tout à fait. Moi, de toute façon, c'était presque clair dès le départ. J'étais drivée par le côté aventure professionnelle, qui du coup collait très bien sur un engagement de 4 ans. Mais c'était aussi ça fait partie je pense que c'est une volonté de l'institution aussi, parce qu'aujourd'hui, elle propose des contrats courts, parce que 4 ans, c'est relativement court malgré tout. Il y a des contrats d'1 an, et sur les métiers opérationnels, donc voilà, on te forme longtemps, on investit beaucoup sur toi, on t'envoie en mer, loin à longtemps. C'est normal. Là, c'est des contrats de 8 ans aussi, tu vois, donc c'est des contrats qui passent aussi très vite. Et du coup, il y a pas de, on est aussi dans cette communication où tu t'engages pour 8 ans.
Nous, on aura envie que tu restes si t'es formé, si t'es bon dans ce que tu fais. Par contre, ton engagement, il est de 8 ans. Donc après, à toi de décider si t'as envie de poursuivre l'aventure ou de retourner à une carrière civile un peu plus classique, entre guillemets. Parce qu'on se rend bien compte aussi, bon, les contraintes militaires font que tu sors d'études de ton diplôme d'ingé, on te dit, ok, tu t'engages pour 20 ans. Ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire pendant 20 ans? Où est-ce que je vais être? Sur quelle mission? Sur quel bateau? Etc. Donc c'est le côté aventure professionnelle. Je pense que la marine et les armées de façon générale ont cet avantage-là de pouvoir proposer des choses comme ça aujourd'hui, choses que les entreprises font, mais de manière forcément un petit peu plus, j'allais dire légère entre guillemets. Tu vois, quand on a des graduate programmes, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est quand même assez différent. Mais et puis oui, le Covid, moi ça m'a j'ai découvert le télétravail. J'ai découvert mon efficacité aussi à travailler en autonomie, toute seule, etc. Donc, ça a été effectivement un peu de nouvelles perspectives pro, en fait, sur ce que je pouvais faire sur l'après. Eh ben, tu me fais une super transition, puisqu'on va parler de la suite. Oui. De ce que tu fais aujourd'hui. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est le contraste. Enfin, le contraste, pas forcément parce qu'il y a un fil rouge quand même qui est présent. Mais du coup, comment tu as pu gérer cette transition du coup de la marine à ton métier d'aujourd'hui? Donc, on va en profiter aussi pour expliquer ce que tu fais. Mais voilà, comment tu as pu gérer cette transition au mieux pour toi entre tes deux carrières très différentes, mais qui ont une logique commune quand même, moi je trouve derrière. Ouais, tout à fait. Alors du coup, aujourd'hui, mon job, moi, en fait, j'ai créé un cabinet de conseil dédié à la gestion de carrière, l'épanouissement professionnel. L'idée étant d'accompagner, notamment individuellement, les femmes dans leur questionnement professionnel, transition pro, enfin voilà, dans leur quête d'une vie professionnelle qui soit plus épanouie. Donc avec un accompagnement individuel, ça c'est on va dire mon cœur de métier. Et puis à côté j'ai d'autres casquettes, tu vois, de prof de yoga, de formatrice aussi en organisme de formation sur la partie RH, etc. Donc il y a d'autres choses qui viennent se greffer à tout ça. Mais mon cœur de métier c'est l'accompagnement pro. Et c'est vrai qu'il est très logique parce que dans la marine, effectivement, je m'occupais du recrutement, mais on n'est quand même pas sur du recrutement très classique. Donc il y a une phase d'accompagnement qui est hyper importante en termes d'information du candidat sur le déroulé du processus de la carrière militaire, et sur certains types de recrutement, c'est presque du coaching. Tu viens me voir pour ça. Ok, moi recruteur, je te fais passer à l'étape suivante, mais par contre, je vais aussi t'accompagner pour que ça fonctionne et que tu aies toutes les billes pour aller au bout des sélections qui sont quand même particulièrement sélectives. Donc le côté accompagnement, effectivement, c'était vraiment une volonté de ma part en fait de le retrouver, mais de l'amener plus du coup sur le sujet de l'épanouissement pro. Et la transition pro, enfin la mienne du coup, c'est j'ai eu deux chances, je pense. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu deux chances malgré tout. Il y a ce côté quand t'es militaire, t'es accompagné vers la vie civile, presque quelle que soit ta durée d'engagement. Donc il y a un service qui s'appelle c'est le service défense mobilité, où c'est des professionnels de l'accompagnement qui du coup te reçoivent en amont de ta fin de contrat pour t'accompagner dans la transition pro. Bon, il se trouve que moi, jeune engagée, parce que j'avais que 4 ans de marine, diplômée Bac+5 en ressources humaines, globalement, j'avais les billes, moi, pour construire ma transition pro, et c'était ok. Par contre, il existait différents dispositifs qui me permettaient d'être accompagnée. Je pense notamment sur la partie création d'entreprise. Tu vois, là, pendant 3 ans, donc maintenant plus que 2 ans, j'ai accès, si je veux, à des aides, un soutien juridique, comptable, etc. sur cette partie-là. Sur la partie financement de formation aussi, ils m'ont beaucoup aidé. Et puis j'avais surtout un référent qui m'a permis de construire mon business plan, de le valider, de vérifier tel ou tel point, etc. Donc ça a été vraiment une aide hyper importante à laquelle j'ai pu bénéficier. Mais du coup, tous les militaires, en fait, ont des aides comme celle-ci, parfois encore plus importantes quand t'as passé 20-25 ans sur un métier, je sais pas moi, mécanicien d'armes. Ok, tu sors de ta carrière militaire, qu'est-ce que je fais concrètement? Ou navigateur timonier pour la partie marin, par exemple. Donc, il y a ce dispositif-là qui existe, qui est plutôt très bien conçu et qui demande du temps, des recherches, etc. Mais ça, ça fait partie de la chose. Et il y a eu cette partie, malgré tout, Covid, qui moi, du coup, m'a assez rapidement dans mon contrat, ça faisait 2 ans,
Ça faisait pas tout à fait 2 ans, tu vois, mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, on commence à te dire tu renouvelles ou pas, tu renouvelles ou pas. Donc tu rentres dans un questionnement pro, cette phase de Covid où tu rentres dans un double questionnement pro, et puis du coup cette obligation de commencer à réfléchir à la suite. Et c'est là que ça a commencé un peu à maturer, etc. Et le format, j'allais dire Covid télétravail. Je travaillais à Lyon, mais j'ai passé ma vie perso commençait à s'épanouir dans ma région natale, donc en Bourgogne. Donc ça a remis aussi en perspective pas mal de choses à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, ok, faut préparer la suite maintenant. Qu'est-ce que j'imagine? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de me reformer, etc., etc. Donc je me suis assez vite lancée dans des petites formations au départ, tu vois, pour voir un peu ce qui me plaisait, ce que ça donnait, notamment en psychologie positive. Mais cette flexibilité, cette autonomie que j'avais dans mon travail m'a permis en fait de construire quelque chose qui me permet d'être sur les 2 fronts en même temps et de préparer à la fois la suite pour moi dans la marine, de laisser un poste propre avec tout ce qu'il faut, etc. Et puis moi préparer ma transition pro vers la suite, quoi. Ouais, donc tu as pu le faire assez sereinement, en posant les étapes au fur et à mesure et pas du tout en mode ok, je sors de la marine, qu'est-ce que je fais? Je pose mes valises. Mais ouais, ça a pu se préparer vraiment en amont, Ouais, de clairement. façon réfléchie, posée, construite. Et je pense que c'est la clé. Il y en a d'autres, il y a d'autres façons de faire et de réussir, etc. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'avais une espèce de sérénité, comme tu dis, ok, je connais ma date de fin de contrat, donc je sais qu'à telle date, je peux créer mon statut de micro-entreprise. Je sais que là, j'ai des créneaux pour me former. J'ai pu me former en yoga sur mon dernier mois de contrat parce que je devais solder mes permissions, mes congés, etc. Donc, tu vois, j'ai vraiment pu construire le truc étape par étape, ce qui me permet de sortir de mon contrat et d'être, ok, ça va, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Ouais. Par contre, du coup, ça m'a pris du temps. Il y a eu cette phase de réflexion, peut-être par laquelle on passe un peu tous, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que je suis quand même passée par la case, j'ai envie d'être naturopathe. Donc, me renseigner sur les formations, etc. Et ensuite, ça s'est construit, mais du coup, voilà, aujourd'hui, ça va. Avec le recul, tu vois, j'ai pas de regret que ça m'ait pris du temps et de la charge mentale pendant 1 an et demi ou 2, de qu'est-ce que je fais, comment je me forme, etc. Ok. Donc aujourd'hui, effectivement, t'accompagnes les femmes, notamment dans leur transition, dans leur reconversion professionnelle. Moi, j'aime bien le côté psychologie positive que tu mets par touche aussi dans tes accompagnements. Avant d'embrayer à 100% sur cet aspect-là, est-ce qu'il y a un enseignement de la marine que tu appliques aujourd'hui, toi, dans les accompagnements que tu fais? Je pense que oui. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à me former d'ailleurs sur le métier d'accompagnement pro et bilan de compétences, je me suis dit, en fait, je suis exactement à la bonne place, tu vois. L'objectif étant d'amener les personnes vers plus d'agilité et d'autonomie dans la gestion de leur parcours pro. Et l'agilité, tu vois, c'est le premier point que je t'ai cité en parlant des marins dans leur carrière. Et donc, tu vois, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter une façon de réfléchir, des outils, une méthode, un soutien pour que derrière, la personne, elle soit complètement autonome dans, aujourd'hui, je sais que c'est ça. Dans 5 ans, si pour X raison, je suis de nouveau en questionnement pro, je sais comment m'y prendre. J'ai des outils, je sais sur quoi je peux m'appuyer, je sais comment procéder, etc. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment ça. Et c'est le plus beau, entre guillemets, dans le métier, quoi. C'est, tu vois, de pouvoir donner des billes et d'accompagner la réflexion pour que derrière, ça vole de ses propres ailes et puis ça trouve les solutions adéquates de façon tout à fait autonome. Donc je pense que c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers la psychologie positive? De ce que je comprends dans ce que tu as énoncé, tu as commencé à te former assez rapidement dessus. Et surtout, comment tu as fait le lien avec ton métier d'aujourd'hui d'accompagnement dans les transitions, dans la reconversion professionnelle? Comment ça peut aider concrètement des personnes à mieux se sentir, à mieux appréhender leur reconversion professionnelle? Comment c'est venu la psychologie positive? J'arrive même pas à me rappeler comment j'ai découvert cette pratique-là, mais je me rappelle surtout de cette évidence où je me suis dit, mais en fait, c'est ce fonctionnement-là qui chez moi était quand même assez naturel. On va en discuter, mais sur la partie optimisme, reconnaissance, capacité à visualiser la solution, capacité à
voilà, plutôt tirer le positif d'une situation plutôt que de voir le négatif. C'était chez moi, je pense, quelque chose d'assez naturel. Et quand je suis tombée, je pense que c'était sur un podcast ou un bouquin ou quelque chose comme ça, je me suis dit, ah mais en fait c'est théorisé. Je veux dire, ça existe. Il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus. Il y a une pratique. Je veux dire, c'est encadré. Il y a plein d'outils. C'est avéré. C'est scientifiquement prouvé. Donc je me suis dit, c'est génial. C'est génial et j'ai envie de l'intégrer dans ma vie pro. Alors comment, etc. C'est venu un petit peu plus tard, mais je me dis il faut absolument que je me forme pour comprendre le fonctionnement, avoir plus d'outils, avoir plus de billes, et puis petit à petit l'intégrer dans ma vie professionnelle. Donc effectivement, j'ai commencé par une formation en ligne avec l'Université de Californie. Tu sais, ils ont un MOOC hyper accessible, j'allais dire financièrement parlant, que tu fais quand tu veux, etc. Donc je me suis dit ok, c'est top. Donc j'y vais. Puis petit à petit, j'ai trouvé du contenu francophone, des formations en France, etc. pour me former. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est venu, pardon. Et ça me paraissait tellement logique avec mon métier ou le métier que je voulais faire à ce moment-là, c'est-à-dire que moi l'objectif c'était d'accompagner des personnes qui étaient perdu professionnellement, potentiellement épuisé, proche du burn-out, ou voilà, où il y avait un tel questionnement que c'était très flou, qu'on n'arrivait pas à avoir les solutions, à imaginer la suite, et vraiment des personnes qui avaient cette sensation, tu vois, d'être bloquées dans un moment de carrière hyper inconfortable. Et pour sortir de ça, donc il y a toute la partie accompagnement pro, et la psychologie positive, elle est hyper complémentaire dans le sens où en fait, déjà, on casse un peu ce cercle négatif, ce cercle vicieux qu'on est en train de se construire, dans lequel on est en train de s'enfermer parce que ça prend trop de place. Et à un moment donné, pour passer à autre chose, pour retrouver du mieux, il faut se libérer de l'espace mental, il faut se libérer des émotions négatives, etc. On n'est pas dans le déni de ce qui se passe mal, mais on est plutôt dans comment je rééquilibre mon focus attentionnel pour que le positif prenne autant de place que le négatif et que ça soit pas complètement biaisé et complètement de toute façon je suis plus capable de rien, j'ai pas confiance en moi, je sais pas ce que je peux faire d'autre, j'ai fait que ça toute ma carrière, voilà, j'ai pas les épaules pour, etc. Tu vois, toutes ces croyances, toutes ces pensées automatiques qu'on peut se répéter quand on est dans un moment de vie inconfortable. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est d'arriver à rééquilibrer la chose pour qu'à la fois, dans mon accompagnement, on trouve une idée de projet pro, mais on lui donne toutes les chances d'aboutir. Parce qu'on va travailler sur la confiance, on va travailler sur l'optimisme, sur la reconnaissance, sur la valeur qu'on perçoit de soi, la valeur qu'on a envie de donner, etc. Donc je pense que c'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que je m'en sers aujourd'hui. Et du coup, comme il y a beaucoup de managers qui nous écoutent, puisque le podcast est dédié au management, au leadership, au dev perso et tout, moi, ce qui m'a aussi intéressée quand... Bon, ça fait un moment que je te suis sur Instagram, ça fait un moment quand même qu'on échange ensemble. Ça fait 1 an que tu t'es lancé, mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps qu'on discute, par contre. J'ai l'impression que ton activité, tu as peut-être commencé à en parler un petit peu avant. Ouais, on est d'accord. Hein. Parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'on échange ensemble. Comment est-ce que, pour des managers qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser la psychologie positive dans leur quotidien de manager, à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour leur équipe? Quelles seraient des pistes, des conseils concrets? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour pas adopter à 100%, mais pour commencer à insuffler ce genre d'enseignement dans sa vie, dans son quotidien de manager? Ouais, la psychologie positive, quand on la définit voilà, de façon un peu théorique, en fait, c'est l'étude des ressources, des potentiels qu'une personne ou qu'un groupe peut avoir. Donc en fait, côté manager, ça va être un petit peu ça l'idée, c'est de se dire ok, aujourd'hui j'ai une équipe ou même sur moi, tu vois, j'ai des ressources, j'allais dire des talents, des forces naturelles que je peux utiliser, et c'est comment est-ce que je vais faire en fait pour les valoriser ou leur donner un petit peu plus de place et réduire par contre le prisme de je sais pas faire ça, ou je suis pas assez bonne là-dedans, ou tiens, mon tel collaborateur, il lui manque ça et ça, comment je fais pour pallier en fait le manque. On n'est pas dans cette réflexion-là, on est plutôt on est orienté solution. Ok, il y a un souci, qu'est-ce que j'ai moi déjà à disposition comme ressource ou comme solution pour aller en fait vers l'objectif ou vers une situation plus confortable pour l'équipe, pour l'entreprise, pour la personne. Tu vois, Martin Seligman qui est un des pères fondateurs, un des chercheurs qui a travaillé dessus. L'idée, c'est de pas consacrer en fait trop d'efforts à corriger des faiblesses,
mais de se dire, ok, au contraire, je vais focus sur mes forces et je vais leur laisser plus de place. Je vais leur laisser plus de place pour se développer, s'épanouir, etc. Puisque plus je fais des choses pour lesquelles je suis douée, plus je me sens bien. Plus j'ai l'impression de réussir, d'accomplir, etc. Et en fait, on va créer un cercle vertueux. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, je pense pour moi, la première chose à faire, c'est de travailler sur l'identification de ces forces naturelles dans mon équipe. Déjà pour moi, en tant que manager, et dans mon équipe. Donc, déjà par l'observation de ce qui se passe, etc., d'avoir cette posture d'observateur. Et puis, il y a le test. Un test que moi, j'aime beaucoup, que j'utilise dans mes accompagnements. Alors, ça reste une grille de lecture qu'il faut affiner, voilà, etc. Mais c'est le test des forces de caractère. Je pourrais te donner le lien, je pense, si tu veux le mettre dans la description on le mettra de l'épisode. dans l'article de blog associé à l'interview. C'est un test qui est gratuit où en fait les chercheurs en psychologie positive, leurs études ont permis de prouver, de démontrer que tout le monde est doté de 24 forces de caractère. Pas de qualité. Des fois, on parle bien de force de caractère, mais donc, du coup, dans des proportions différentes en fonction de la personne. Et donc, quand on fait le test, on a toujours un peu ce haut de classement. Généralement, moi, je travaille sur les 5 premières voilà, là-dedans, t'es particulièrement doué. Quand tu fais ça, c'est naturel pour toi et c'est source d'énergie, ça te fait du bien et tu le fais bien. Et par contre, ce qui est en bas de classement, c'est, ok, là, c'est plutôt ce qui va te coûter de l'énergie, ce qui va te demander un effort, etc. Donc, on le sait. C'est presque comme pas un point de vigilance, mais un truc de, ok, si je mets cette personne-là sur ce sujet-là, je sais que potentiellement, je prends la créativité, par exemple, je sais que la créativité, c'est pas son fort. Est-ce que c'est tout bénéf pour l'équipe, pour moi, pour l'entreprise, d'attribuer cette mission-là à quelqu'un qui va peut-être manquer, pas manquer mais où la créativité, ça va lui demander vachement d'efforts. Donc ça va lui prendre plus de temps. Elle va mettre 2 jours à faire un truc alors que quelqu'un peut le faire en 2 heures. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu dis aussi pour nous. C'est important de le connaître parce que ça veut dire que dans notre emploi du temps, dans une journée ou dans une semaine, ça veut dire que 80% de notre emploi du temps doit être occupé du coup par peut-être les forces de caractère, les 5 premières, et pas avoir un emploi du temps où il y a l'inverse du coup, où c'est ce qu'on a à la fin qui occupe la plupart de notre agenda. Ouais, moi quand j'explique ce test à mes bénéficiaires, mes clientes, je leur donne souvent, alors parce que du coup l'exemple est assez facile, mais tu vois le leadership par exemple fait partie de ces 24 forces de caractère, et quand il arrive en bas de classement, ça veut pas dire qu'en fait tu seras jamais bon sur la partie leadership. Ça veut simplement dire que, ok, je sais que c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je me forme? Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que j'ai un coaching, un mentorat, etc. Est-ce qu'on est ok sur un dispositif plus long en termes d'accompagnement, etc. Donc c'est plutôt cette réflexion-là qu'on a en psychologie positive en se disant, voilà, je rencontre telle situation, qu'est-ce que je peux mettre en place avec les forces que j'ai identifiées et potentiellement ce qui peut aussi peser un peu plus dans la balance, mais côté ça va me prendre du temps ou puiser de l'énergie, quoi. Ouais, je mettrai le lien du test effectivement pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées. Ça sera dans la description de l'épisode et directement dans l'article de blog associé. Ouais, je trouve intéressant et c'est vrai qu'il est facile à faire, donc bon. Voilà, moi je le fais tous les ans parce qu'il y a des petites choses qui varient d'une année à une autre en fonction de ce sur quoi je travaille. Ah, tu vois vraiment des évolutions et des... Ouais, il y a des... parce qu'en fait, il est réparti en 24 forces de caractère qui sont elles-mêmes réparties en 6... ils appellent ça des vertus, des valeurs. Donc en fait, tu vois, généralement, tu as souvent les mêmes valeurs qui arrivent toujours un peu au-dessus de classement. Et puis ensuite, il y a des petites variations en fonction de... Alors, évidemment, du contexte perso, du contexte pro. Tu vois, si tu as mis en place des choses en termes de formation, etc., il y a des petites variations. Donc je trouve ça intéressant. Je sais que dans tout ce qui va être test de personnalité, ça évolue au fil du temps, mais tu vois que tu dises tous les ans quand même. Ça m'a un peu surpris sur le coup que ça puisse évoluer aussi vite, en fait. Moi, c'est vrai que je suis une fan d'autres tests qui sont plus connus comme le DISC, le ProcessCom, etc. Et c'est vrai qu'on dit que ça évolue au fil du temps, mais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, voilà. Tous les ans... Le mouvement n'est pas énorme. Oui, je me doute bien. Mais c'est pas quelque chose qui est à la fin qui va passer en tête comme ça au bout d'un an. Tu vois, je prends l'exemple aussi des personnes qui peuvent être en situation d'épuisement pro. Il se peut que le côté optimisme, vitalité, tout ça, il arrive en bas de classement à un moment donné de ce test et que l'année d'après, ça aille mieux parce qu'il y a des choses qui ont été travaillées. Mises en place. C'est plutôt ça. Du coup, la question initiale. Observation, déjà, de ce qui se passe bien, des forces de caractère de mon équipe, de moi-même, en tant que manager. Et ensuite, il y a la partie favoriser l'épanouissement pro en créant un environnement
qui soit positif, de cultiver quelque chose où en fait l'équipe a la possibilité de dire ce qui va moins bien, hein, ça c'est un fait, mais aussi ce qui va bien. Et donc du coup de valoriser peut-être, de célébrer les petites victoires de l'équipe, de proposer des choses, de proposer des idées. Ça va être un petit peu ça l'idée de la psychologie positive, de créer en fait un environnement de travail qui soit positif. On parle beaucoup de collaboration, de communication, de soutien, de reconnaissance, etc. Donc c'est comment je fais en fait pour créer un environnement qui soit propice à la performance, au collectif et du coup à la réussite individuelle et collective. Alors, pour les auditrices qui ne voient pas, moi, j'ai vu la petite tête passer au niveau de la caméra. Oui. Et ça y est, tu vois, ton petit compagnon. Il nous a laissé tranquille presque 1 heure. Ouais. Mais ça va, on arrive aux dernières questions. Oui. Donc, ça va. Je vais le maîtriser. Est-ce que tu as d'autres choses par rapport au management ou est-ce que on peut enchaîner avec les dernières questions de l'interview? Non, je pense qu'on peut enchaîner parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures de ce qu'on peut mettre en place en termes d'outils. Mais en fait, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est comment je fais pour rééquilibrer le focus attentionnel sur le positif plutôt que le négatif, ce qui va moins bien, les objectifs pas atteints, l'absentéisme dans l'équipe, ce genre de choses, etc. Donc c'est comment par des petites actions, vraiment cette méthodologie des petits pas, je peux faire en sorte de rééquilibrer ce focus-là et de laisser plus de place aux forces personnelles de chacun dans l'équipe. Super. Alors écoute, ça va être peut-être une bonne transition là aussi. Est-ce que tu as un mantra, une affirmation qui te guide au quotidien, qui t'a guidé pendant tes moments de doute dans ta vie pro? Il y en a plein en fait. Il y en a plein, mais il y en a une que mais j'aime. Si t'en as plein, vas-y. Hein. Non, j'en ai une que j'aime beaucoup. Alors c'est presque plus une citation, mais on peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Et j'aime beaucoup en fait la comparaison. Alors parfois en yoga aussi qu'on retrouve pas mal, mais aussi dans le surf, de comment je fais pour jouer avec l'environnement dans lequel j'évolue et ne pas me laisser parfois engloutir par une vague, etc. Il y a un peu cette image parfois de la vague, des fois pour la passer, au lieu de la surfer, tu vois, tu plonges dedans, t'y vas, pleine tête, tu passes de l'autre côté et ensuite tu retrouves le calme et la sérénité de l'océan avant la prochaine vague, parce qu'en fait il y en a tout le temps. Tu vois. Oui. Donc comment je fais pour apprendre à les surfer? J'aime bien cette image-là, je trouve qu'elle parle bien et moi elle me correspond bien. Apprendre à analyser aussi son environnement, à prendre le temps de regarder tout ça, parce que alors, je n'ai jamais fait de surf, mais j'ai lu 1 ou 2 bouquins ça faisait partie du cadre, et c'est vrai qu'il y a une analyse des vagues, de comment tu la prends, dans quel angle, la vitesse, etc. Et je rebondis sur effectivement la phrase que tu as dit, parce que prendre le temps d'analyser son environnement pour être sûr de prendre la vague du coup de la bonne façon. Et puis, si on la prend mal, et tant pis, c'est pas grave. On va se faire mal, on va peut-être tomber, et c'est OK, on va repartir du coup. Parce que les surfeurs font quand même 46 000 essais avant de prendre la vague qui va bien. Voilà. Ouais, je suis pas du tout une grande surfeuse, donc je t'assure que je passe plus de temps à ramer dans l'eau qu'à surfer des jolies vagues. Oui. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient te suivre, puisque tu parles vraiment de transition pro au quotidien, de tous les doutes qu'on peut avoir, de psychologie positive. C'est vrai que ton compte est quand même très good vibe. Donc, je vous invite à aller suivre Manon, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci beaucoup. Ouais. Essentiellement sur Insta. C'est vrai que là, c'est vraiment le canal de communication que j'utilise le plus. C'est là où il y a le plus d'actualité, on va dire, au jour le jour. Après, j'ai là-bas, d'ailleurs... aujourd'hui on se parle, mais le 16 août 2023, tu vois, j'ai créé un nouveau format avec une masterclass gratuite, justement pour travailler sur les différentes clés qui, moi, me semblent essentielles quand on se questionne sur sa transition pro. Donc, c'est un autre format pour qu'on puisse échanger ensemble. Et puis, la newsletter aussi que je développe petit à petit via mon site internet et Instagram. Ok. Je mettrai bien évidemment le nom de ton compte en description. Comme ça, vous pouvez la retrouver. Manon B. Carrière sur Instagram. Mais écoute, merci Manon. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu souhaitais évoquer? Peut-être que j'ai oublié de te poser une question. Écoute, non. J'ai l'impression qu'on a parlé quand même de pas mal de choses. On aurait pu en parler c'est des sujets assez vastes, donc on aurait pu en parler encore pendant des heures. Mais non, en tout cas, c'était très chouette. Donc, je pense qu'on a balayé déjà pas mal de points.
Ouais, merci beaucoup à toi. Merci pour ton partage d'expérience en toute transparence et pour toutes les clés aussi que tu as pu donner sur la psychologie positive. Je suis sûre que ça a dû parler à pas mal de personnes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à aller suivre Manon sur Instagram directement. Merci à toi beaucoup. Et merci à vous. Bonne journée. Bye bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.